Ce 18 mai 2015, au tribunal d'Aix-en-Provence, s'ouvre un procès sous haute tension. Voilà, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Si la foule s'est déplacée en masse, c'est pour voir Roselyne Lejare. Et pour cause, avec l'aide de 2 complices, cette ancienne infirmière est accusée d'avoir fait assassiner son mari Christophe en mettant un contrat sur sa tête. C'est difficile de se replonger dans les faits. J'ai envie de vomir. C'est écœurant, voilà, c'est pathétique. Un crime odieux qui a nécessité 3 ans d'enquête. 3 longues années pendant lesquelles celle que certains considèrent comme l'une des plus grandes manipulatrices des annales judiciaires va tout tenter pour se jouer des enquêteurs. Quand j'ai appelé Roselyne pour préparer la sépulture, elle ne voulait rien faire pour le cimetière et elle m'a demandé si c'est vraiment utile. Christophe Lejare ne pouvait aucunement sortir du piège dans lequel il était. Cette histoire est absolument étonnante. On a une famille qui a un certain patrimoine, une histoire d'amour, un divorce, une maîtresse. On me dit il a été assassiné. Là, je suis folle. C'était facile de l'abattre là comme un lâche, quoi. Chéré, dans la Sarthe. Tout commence le 24 novembre 2010. Il est 18 h lorsque Maryse Lejare tente d'appeler son frère Christophe, chef d'entreprise près d'Avignon. Je téléphone, je crois que c'est à l'entreprise. Je suis tombée sur Corinne, sa secrétaire, en pleurs. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, Corinne? Et elle me dit, mais vous n'êtes pas au courant, on a tué Christophe. Christophe, il a été tué ce matin. Et puis je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me dis quoi? Je comprenais pas. Je comprenais rien du tout. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a appris le décès de mon frère. Pour Maryse, tout s'écroule et c'est bien loin d'être le seul choc. Car en appelant la gendarmerie, les enquêteurs lui apprennent que son frère Christophe est mort dans d'inimaginables circonstances. Rognona, dans le sud de la France, département du Vaucluse. C'est ici que le crime a été commis, dans cette immense propriété où vivent Christophe Lejare, la victime, sa femme et leur enfant. Ce 24 novembre, il est environ 7 h 30 lorsque le fils de Christophe quitte le domicile familial. Il se rend comme tous les matins à son travail et il aperçoit au loin la voiture de son père. Il est surpris puisque c'est à une heure à laquelle, en principe, son père est déjà au travail. La voiture est encore là, au niveau de la sortie de la propriété, où il y a une barrière. Il comprend très vite qu'il y a quelque chose d'anormal. Et en se rapprochant, le jeune homme va faire une terrible découverte. Il découvre le corps de son père au sol, face contre terre. Christophe Lejare baigne dans une mare de sang. Pris de panique, le fils de Christophe court prévenir Roselyne, sa mère. Ensemble, ils appellent immédiatement les secours. Mais manifestement, il est déjà trop tard. Les secours, lorsqu'ils arrivent sur place, ne peuvent que constater le décès de Christophe Lejare. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Il est mort depuis environ une demi-heure. Et d'emblée, les premières constatations sont glaçantes. Christophe Lejare a été abattu comme un chien. Christophe Lejare est mort atteint d'une cartouche de fusil. Ce seul coup lui a été immédiatement fatal. Le tueur est arrivé par derrière, il ne lui a laissé aucune chance. Il a tiré là, derrière, dans la tête. Quasiment à bout touchant, c'est-à-dire à une distance extrêmement proche
de la victime. Et ce n'est pas tout. Les gendarmes vont vite s'apercevoir que le crime a été savamment orchestré. Christophe Lejard est tombé dans un piège mortel. Le fils de Christophe Lejard constate, lorsqu'il découvre le corps de son père, que la barrière près de la sortie de la propriété était fermée. Or, il est formel, depuis 8 ans, on n'a jamais fermé cette barrière. On l'a volontairement fermé pour que Christophe Lejard soit contraint de descendre de sa voiture. Donc là, pour les enquêteurs, on a affaire à un véritable guet-apens. Tout ressemble à une exécution. Christophe Lejard ne pouvait aucunement sortir du piège dans lequel il était. Ils m'ont dit que c'était un guet-apens. Je me disais, c'est pas vrai. Là, c'est inimaginable, quoi. Aussitôt, une enquête pour assassinat est ouverte et elle est confiée à la section de recherche de Marseille. Première constatation pour les gendarmes, Christophe Lejard a été assassiné par une personne très bien informée. Christophe Lejard partait tous les jours à la même heure. On peut en déduire que le tireur connaissait les habitudes de celui-ci. Le tireur était certainement ou quelqu'un de proche ou quelqu'un qui connaissait l'emploi du temps de Christophe Lejard. Sur la scène de crime, les enquêteurs vont faire une découverte capitale. L'assassin a laissé une trace derrière lui. Ils vont isoler un ADN qui se trouve sur la barrière, la fameuse barrière fermée. Conclusion pour les enquêteurs, cet ADN appartient au tireur. Malheureusement, cet ADN est inconnu pour l'instant. Qui pouvait en vouloir à Christophe Lejard au point de l'exécuter de manière aussi impitoyable? Pour les enquêteurs, la tâche s'annonce difficile, car a priori rien dans la vie de la victime ne le prédestinait à mourir d'une manière aussi tragique. Chef d'entreprise dans le secteur du bâtiment, Christophe Lejard était un homme apprécié de tous. Christophe, c'était vraiment un bon patron, et un patron sympa, très cool avec ses ouvriers. Il s'entendait très bien avec eux. Christophe évitait tout conflit. Il n'aimait pas les conflits, il n'aimait pas ça. Un vrai gentil. Ouais, il était gentil. Depuis plus de 25 ans, Christophe avait trouvé l'amour avec Roselyne, une infirmière de 9 ans, son aînée. Christophe Lejard est marié avec Roselyne Lejard depuis 1984. Quand il a rencontré Roselyne, elle avait déjà 2 enfants d'un premier mariage. Arnaud et Romuald. Un an plus tard, un 3e garçon, Christopher, viendra compléter la photo de famille. C'est une famille qui donnait une apparence, en tous les cas, d'union parfaite. Il gagne confortablement sa vie et dans cette famille, il n'y a pas de problème. Tout semble parfaitement fonctionner. La vie va merveilleusement bien. Comme ça, le cliché semble parfait. Aux yeux de tous ses proches, Christophe Lejard menait une vie paisible au sein d'une famille aimante. Seulement, les gendarmes ne vont pas tarder à découvrir qu'en réalité, il y a une personne qui ne le portait pas vraiment dans son cœur. En effet, entre Christophe Lejard et son beau-fils, Arnaud, aujourd'hui âgé de 38 ans, les relations ont toujours été plutôt tendues. Il n'aimait pas Christophe, hein. Il y avait vraiment eu le conflit. Parce que Arnaud faisait beaucoup de bêtises, il avait de mauvaises fréquentations. Les gendarmes étaient souvent arrivés chez Christophe. Il n'a jamais trouvé sa place au sein de cette famille. Il a reproché à ses parents leur divorce. Pour moi, il refusait l'autorité de Christophe, parce que d'abord, c'était pas son père. Au point que rapidement, il va cesser d'habiter avec eux et prendre refuge chez différents membres de la famille. Alors, en grandissant, Arnaud aurait-il nourri de la rancœur envers son beau-père au point de l'avoir tué?
Il n'est pas farfelu d'imaginer que parce qu'il ne s'entendait pas avec son beau-père, il ait décidé d'en découdre avec lui. Interrogé par les gendarmes, le fils de Roselyne, issu d'un premier mariage, nie toute implication dans le meurtre. Et voici ce qu'il déclare. J'ai toujours été en conflit avec lui. Nos relations étaient un peu tendues, mais elles s'étaient améliorées depuis 2 ans. Arnaud Privat va reconnaître que dans son enfance, les relations n'étaient pas vraiment au beau fixe. Mais il dit que finalement c'est un peu de l'histoire ancienne et que depuis quelques temps, depuis quelques années, les choses semblent s'être un petit peu arrangées. Il conteste formellement avoir une quelconque responsabilité dans la mort de son beau-père. Le fils de Roselyne serait donc innocent. Et d'ailleurs, tout le disculpe. Il se trouve de manière formelle en Normandie au moment des faits et c'est la téléphonie qui l'atteste, donc c'est un élément assez indiscutable. Et en plus, l'ADN retrouvé sur la barrière, la fameuse barrière, n'est pas celui d'Arnaud. La piste du beau-fils tombe à l'eau. Alors qui a éliminé Christophe Lejard? Pour le moment, les enquêteurs n'en ont pas la moindre idée. Et c'est un témoignage aussi incroyable qu'inattendu qui va apporter un début de réponse. Graveson, 3 décembre 2010. Une semaine après l'assassinat de Christophe Lejard, une coiffeuse d'une 50aine d'années se présente spontanément à la gendarmerie. Cette femme, la voici, Liliane Berger. Et ce qu'elle va déclarer aux enquêteurs est étourdissant. Depuis 6 mois, elle était la maîtresse de Christophe Lejard. Et si Liliane Berger a le courage de sortir de l'ombre, c'est qu'elle en est persuadée. C'est Roselyne, la femme de son amant, qui l'aurait éliminée. J'ai eu comme un pressentiment. C'est la première chose que j'ai dit aux gendarmes. Quand j'apprends que Christophe a été assassiné, là, je m'effondre en disant je vais la buter, parce que je savais tout de suite que c'était elle. Directement, je dis je vais la buter. Depuis son divorce il y a 18 ans, Liliane n'avait jamais retrouvé l'amour. Jusqu'au mois de mai 2010. Christophe Lejard, un ami d'enfance, la recontacte sur les réseaux sociaux. Il était super heureux de me retrouver. Au départ, on pensait vraiment voilà, retrouver un bon copain d'enfance. Lui, il n'y avait pas du tout d'arrière-pensée. On se retrouvait vraiment par amitié, quoi. Seulement, entre les deux amis, c'est très vite le coup de foudre. 30 ans après, on a retrouvé exactement la même complicité. On s'est aperçu qu'il y avait un peu plus que de l'amitié. Il représentait tout ce que j'attendais de la vie, quoi. Il m'a dit, il faut que je te dise quelque chose. Voilà, quand on était gamin, j'étais amoureux de toi. J'ai jamais osé te l'avouer parce que tu étais un peu plus âgé que moi. Liliane a conservé les messages d'amour que Christophe lui envoyait peu de temps avant sa mort. Je t'aime et j'ai envie de ta douceur et de te serrer dans mes bras. La chose la plus importante pour moi est de partager avec toi le reste de ma route. Tu me manques. Selon Liliane, derrière la famille qui nage en plein bonheur se cacherait, en réalité, un couple au bord de l'implosion. Je lui ai dit, écoute, t'es juste un peu trop mariée, ça va pas le faire, quoi. Donc, sans lui poser d'ultimatum, mais très rapidement, il m'a dit, de toute façon, il n'y avait plus grand-chose avec son épouse. Un jour, il m'avait dit, je lui ai posé la question, lui demander si elle m'aimait, et elle lui aurait répondu, tu veux que je mente ? Il y a une autre personne qui avait remarqué que le mariage entre Christophe et Roselyne battait de l'aile. C'est Maryse, la sœur de la victime. On voyait bien quand il venait à la maison que c'était pas comme avant. C'était souvent qu'ils se regardaient un peu de travers. C'était, comme il me disait, il y a une ambiance pourrie, quoi. À tel point que, selon Liliane,
3 mois avant le drame, Christophe Lejard avait décidé de se séparer de son épouse. Il m'a annoncé qu'il divorçait, qu'il avait bien réfléchi, que voilà, que c'était pas à cause de moi, que ça l'a aidé à prendre la décision, qu'il en avait marre depuis des années. Pour les enquêteurs, la piste d'un drame passionnel se dessine. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'éloigne du couple idyllique. Là, on s'aperçoit que Christophe Lejard avait une aventure sérieuse. Et ce n'est pas tout. Coïncidence troublante, quelques jours après le drame, Christophe Lejard avait décidé de quitter le domicile conjugal. Il avait prévu de déménager toutes ses affaires de la maison, ses affaires personnelles, et de les amener à l'entreprise. Parce que c'était plus vivable, même si son avocate lui disait « il faut attendre le 18 janvier, la conciliation ». Il s'apprêtait à partir de la maison, il n'en pouvait plus. Ils sont en instance divorce. Il va partir dans 8 jours et boum, il est assassiné. L'épouse trompée aurait-elle découvert le poteau rose? Aurait-elle mal accepté l'annonce du divorce et éliminé son mari par vengeance? Une chose est sûre, après la mort de son mari, la veuve va avoir un comportement pour le moins déconcertant. Avignon, le 2 décembre 2010, une semaine après le drame. Aux obsèques de Christophe Lejard, toute sa famille et ses amis sont rassemblés pour lui dire un dernier au revoir. Pour tout le monde, c'est un jour de deuil et de recueillement. Pour tout le monde, ou presque. Pendant l'Ave Maria, Roselyne a regardé le cercueil avec un sourire. Un sourire béat, comme ça. Enfin, un sourire qui... Ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Je n'ai pas vu une larme. Ah, je me suis dit, mais c'est pas possible, elle n'a rien à faire, là. Après la cérémonie, l'épouse de Christophe aurait tenu des propos surprenants. C'est ce que rapporte Maryse, la sœur de la victime. Et elle m'a attrapée par mon manteau en me disant oui, la connerie qu'il a fait. J'attends quelle connerie? Je dis on l'a assassiné. Ouais, c'est un suicide. Je me dis ça va pas la tête. Il a été assassiné une balle dans la tête. Non mais attends. Plus hallucinant encore, Maryse indique aux enquêteurs que Roselyne Lejard n'aurait pas eu l'intention d'enterrer son mari. Roselyne ne se préoccupe absolument pas de la sépulture de son mari, encore moins des obsèques. Quand j'ai appelé chez Christophe pour avoir Roselyne, pour discuter, pour préparer la sépulture, apparemment, elle n'avait pas vraiment l'air... elle ne voulait pas s'en occuper et elle m'a demandé si c'est vraiment utile. On a vraiment la caricature d'une femme qui s'en fout complètement. C'est presque choquant d'ailleurs. Là, j'ai dit, c'est pas possible, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose. Elle a des choses à se reprocher. La veuve qui paraît insensible aurait-elle quelque chose à voir avec le meurtre de son mari? Pour les gendarmes désormais, Roselyne Lejard a le profil d'une suspecte. Mais ils vont déchanter car la veuve va se révéler être une adversaire redoutable qui a plus d'un tour dans son sac. Roselyne Lejard est convoquée à la gendarmerie pour s'expliquer. Et si jusque-là la veuve semblait totalement indifférente, face aux gendarmes, elle apparaît rongée par le chagrin. Elle fait là, la veuve est pleurée. Et donc, elle conteste évidemment toute participation. Entre deux sanglots, Roselyne Lejard va livrer aux gendarmes une autre piste. Selon la veuve, la société de son mari était au bord du gouffre et il s'y tramait des choses pas très catholiques. Roselyne Lejard va orienter les enquêteurs sur une piste professionnelle. Il est question de dettes, de pots de vin, enfin des affaires un peu louches dans lesquelles Christophe Lejard aurait trempé. Un certain nombre de possibles magouilles, de malversations. Elle donne cette piste, en tous les cas, possible, d'un règlement de compte.
Je sais qu'à la boîte, mon mari devait payer un protecteur en dessous de table, à force de faire des magouilles. D'après sa femme, les activités illicites de Christophe Lejard pourraient expliquer son assassinat. Seulement les gendarmes ont beau chercher, ils ne trouvent rien. Bien au contraire. Elle marchait très très bien, sa société. Avant son décès, il avait eu des gros contrats avec la ville d'Avignon et il y avait quelques bonnes années qui s'annonçaient à venir. Aucune malversation, aucune magouille. Et surtout, il n'avait strictement aucun ennemi sur le plan professionnel. La comptabilité est claire et l'entreprise se porte à merveille. Pour les enquêteurs, force est de constater que Roselyne Lejard tente de les mener en bateau. Ils se disent que Madame Lejard, elle a un petit peu essayé de les balader. Elle leur donne un os à ronger, hein, mais ça tient pas debout, ça tient pas la route, et c'est a priori que des mensonges. Du coup, la fausse piste censée éloigner les gendarmes de Roselyne va avoir l'effet inverse. Et les enquêteurs vont découvrir que ce n'est pas son seul mensonge. Dans les bureaux de la section de recherche, l'épouse trompée affirme qu'elle ignorait que son mari avait une maîtresse. Elle indiquera rapidement qu'elle n'avait absolument pas connaissance à cet instant-là de l'existence de Liliane Berger. À en croire Roselyne, si l'ambiance au sein de son couple n'était pas au beau fixe, le divorce, lui, se passait merveilleusement bien. Voici ce qu'elle déclare. En revenant de vacances, je lui ai demandé clairement « Qu'est-ce que tu as ?» Que s'il continue à faire la tête, on allait divorcer. Et il m'a répondu qu'il était d'accord. Elle dresse un tableau absolument idyllique de leur séparation. C'est quelque chose qui, de part et d'autre, est totalement bien accepté. Il n'y a pas de difficulté particulière. Ils communiquent, ils se mettent d'accord. Selon Roselyne Lejard, c'est même elle qui aurait été à l'origine de la demande en divorce. Elle joue un rôle parfait de la femme qui va divorcer dans les meilleures conditions. Mais pour les gendarmes, Roselyne n'aurait pas dit toute la vérité. En effet, les mails envoyés par Roselyne à ses proches le prouvent. Contrairement à ses déclarations, l'épouse trompée était au courant de l'infidélité de son mari. Voici l'un d'eux envoyé à un ami. N'attendons pas pour dire les mauvaises nouvelles. Nous allons divorcer. Je subis ces aventures extra-conjugales depuis 25 ans, avec preuve à l'appui. Tous ces mensonges ont fini par me faire craquer. Et ce n'est pas tout. Depuis l'annonce du divorce, chez les Lejard, la guerre semblait déclarée. À partir de là, il m'a dit qu'elle était rentrée dans une furie totale. Christophe avait confié à Liliane que les choses se passaient mal avec Roselyne. À l'annonce de ce divorce, elle devient complètement folle, elle devient complètement hystérique. Roselyne ne l'accepte pas. Si Christophe était prêt à faire des concessions pour l'épouse bafouée, hors de question de lui laisser le moindre centime. Ils sont propriétaires d'une maison en Bretagne, d'une maison en Normandie et d'une maison dans le Tarn. Donc il y a un vrai patrimoine immobilier qui est important. Au niveau du partage, lui, il savait très bien que fallait trouver un compromis. Il me disait en rigolant des fois, t'inquiète pas, peut-être que bientôt je mangerai des nouilles, mais avec beaucoup d'amour. Donc il m'a dit, je préfère ça. Le simple fait de devoir partager une partie du patrimoine avec son mari lui était insupportable. Pour elle, tout doit lui revenir. C'est-à-dire rien ne doit partir, sauf son mari. Selon ses proches, Roselyne serait prête à tout pour de l'argent. D'ailleurs, peu avant la mort de son mari, elle aurait déjà commencé à le dépouiller. Quelques semaines avant le décès de Christophe Lejard, elle va d'initiative vider un compte et mettre 30 000 € comme ça à l'ombre, si je puis dire. Surprise ce matin, mon PEL est vide. 33 000 €. Elle lui avait piqué ses sous qu'elle avait mis sur le compte de ses enfants. Pour Roselyne, un sou, c'est un sou. Elle aime l'argent au-delà de tout. Elle a un rapport obsessionnel avec l'argent. Elle a un rapport à l'argent qui n'est pas sain.
Elle m'a dit, de toute façon, j'en ai rien à faire, d'une façon comme d'une autre, j'aurai tout, j'aurai sa peau avec et je serai plus riche après le divorce. Et pour couronner le tout, les mails de Roselyne Lejard l'attestent. Christophe serait un époux ingrat. J'ai été très déçue. C'est grâce à moi qu'il est patron. Et aujourd'hui, il joue au grand seigneur. Il n'a jamais voulu divorcer n'étant que simple ouvrier. Maintenant que grâce à mes garanties financières, il est installé, il divorce. Roselyne Lejard, elle considère que Christophe Lejard lui doit tout, que s'il a réussi, c'est grâce à elle. Elle a abandonné son propre métier d'infirmière pour se consacrer à la création de cette entreprise. Elle est persuadée qu'il lui doit sa réussite. Et qu'à partir du moment où il a des velléités de la quitter, de refaire sa vie avec une autre femme et de faire peut-être profiter cette autre femme de ses largesses financières, elle ne l'accepte pas et elle va le briser. D'ailleurs, selon les proches de la victime, l'ambiance avait tellement dégénéré que Christophe Lejard aurait eu peur que ses jours soient en danger. Pour boire, il boit de l'eau du robinet. Il ne prend aucun repas chez lui et il n'accepte aucun aliment qu'elle pourrait avoir empoisonné. Ils font chambre à part. Il s'enferme, lui, à double tour dans sa propre chambre. Il a peur qu'elle le tue. Il a peur de sa femme. Donc, on est dans une situation qui est hallucinante. Une épouse trahie qui n'accepterait pas le divorce et un mari qui avait peur pour sa vie. Il n'en faut pas moins pour constituer un mobile. Seulement voilà, la suspecte numéro 1 possède un argument de poids, une preuve irréfutable, son ADN. Ce qui empêche les gendarmes d'incriminer Roselyne Lejard, c'est cette foutue histoire d'ADN sur la barrière. Ce n'est pas son ADN. Elle est peut-être pour quelque chose dans cette histoire, ils en sont persuadés, mais ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas d'éléments, ils n'ont rien. Dès lors, reste une seule possibilité. Si on part du principe que c'est Roselyne qui a tué son mari, elle n'a pas pu le faire toute seule. Il manque forcément quelqu'un. Il faut qu'ils mettent un nom sur cet ADN, et à partir de là, peut-être enfin les choses vont devenir plus claires. Alors, qui pourrait être le bras armé de ce meurtre? À qui appartient le fameux ADN inconnu? Pour l'heure, c'est encore un mystère, mais plus pour longtemps. Octobre 2011. Après un an d'enquête, les gendarmes décident de frapper fort. Tous les proches, tous ceux qui connaissent de près ou de loin la victime, sont interrogés et leur ADN prélevé. Et là, surprise. L'ADN retrouvé sur cette barrière appartient à un certain Christopher Munch. C'est un type qui est âgé de 26 ans, il est père de famille. Il habite en Normandie, à 800 km de la propriété de la famille Lejard. Il est artisan sableur, mais ses affaires vont pas très bien. Donc pour essayer d'arrondir ses fins de mois, il fait de la ferraille. Et bien qu'il habite à 800 km de Christophe Lejard, l'homme le connaît bien. Il l'a rencontré peu de temps avant sa mort. Munch s'était déjà rendu à une ou deux reprises au sein de la propriété de la famille Lejard pour effectuer des travaux. Donc il connaît Christophe Lejard, il connaît les lieux, il connaît les lieux où le crime s'est déroulé. Pour les enquêteurs, Christopher Munch est le tueur de Christophe Lejard. D'emblée, les gendarmes décident de placer Christopher Munch en garde à vue et ils ne vont pas être déçus. Dans les locaux de la section de recherche, Christopher Munch est sur le grill. Mais le jeune homme commence d'abord par nier. Vous êtes-vous rendu dans le sud de la France entre le 23 et le 25 novembre 2010? Non. Êtes-vous lié au meurtre de Christophe Lejard? Non, je n'ai pas tué Monsieur Lejard. Même pour tout l'or du monde, je n'aurais pas tué quelqu'un.
Lorsque Christopher Munch est placé en garde à vue, évidemment, il nie en bloc. Il va dire « moi, je n'ai rien à voir dans cette histoire mais il ne sait pas de quels éléments disposent les gendarmes. Face à ces mensonges, les enquêteurs décident alors d'abattre leur atout. Monsieur, expliquez-nous par quel miracle votre ADN se retrouve sur la barrière que personne depuis 8 ans n'a touché. Vous êtes le premier et le dernier à avoir touché cette barrière depuis 8 ans. Donc il n'y a juste que votre ADN dessus. Expliquez-nous comment c'est possible. Au pied du mur, Christopher Munch va finir par parler. Seulement l'explication qu'il va livrer aux enquêteurs est tout simplement délirante. Roselyne m'a dit « Il faut que tu ailles là-bas. Il faut que tu m'aides. » Elle m'a simplement demandé de descendre la barrière. Elle m'a dit « Le reste, je m'en occupe. » Le jour du crime, Christopher Munch prétend qu'il s'est rendu à Rognona, à plus de 800 km de chez lui, à la demande de Roselyne. Dans la nuit, il aurait bloqué l'accès de la propriété à la route principale en fermant la barrière. Puis, il aurait quitté les lieux à 5h30 avant de repartir en Normandie. Et Christopher Munch de préciser. Elle m'a payé 15 000 € pour fermer la barrière. Moi, je voyais juste que j'allais gagner une belle somme en ne faisant pas grand-chose. J'ai accepté de rendre ce service car j'avais de gros problèmes financiers. 1600 km aller-retour pour fermer une barrière. Qui plus est payé 15 000 €. Pour les enquêteurs, la version livrée par Christopher Munch est grotesque. 15 000 € pour un acte aussi simple que la fermeture d'une barrière et un aller-retour Normandie-Rognona. C'est pas crédible. Et c'est pas crédible ni pour les gendarmes, ni pour vous, ni pour moi. Personne va croire Munch quand il dit qu'il a touché 15 000 € pour aller juste refermer une barrière. Il a sans doute une participation bien plus importante qu'il n'a pas envie de reconnaître comme ça tout de suite, spontanément. Mais on ne peut pas se contenter de ça, c'est pas possible. En effet, pour les gendarmes, l'hypothèse la plus plausible serait que Roselyne Lejard aurait mis un contrat sur la tête de son mari. Et ce serait Christopher Munch qui aurait appuyé sur la détente. Pour eux, c'est un meurtre qui a été commandité et on a clairement payé Munch pour faire le travail. Un accord qui porte sur un montant de 15 000 €, c'est un contrat criminel. C'est-à-dire qu'il a touché 15 000 € pour abattre Christophe Lejard. Il n'a pas touché 15 000 € pour fermer la barrière. Aussitôt, Christopher Munch et Roselyne Lejard sont mis en examen pour assassinat et complicité d'assassinat. Ils sont placés en détention provisoire. Une commanditaire vénale et un exécutant aux abois. Le scénario du crime est tout trouvé pour les enquêteurs. Mais l'affaire est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Car en analysant les relevés téléphoniques des deux suspects, les gendarmes s'aperçoivent qu'il y a un détail qui ne colle pas. Les enquêteurs se rendent compte qu'il n'y a à aucun moment de lien direct entre Roselyne Lejard et Munch, au point que l'un et l'autre ne sont même pas enregistrés dans les téléphones respectifs de chacun. On ne retrouve pas, nulle part, de traces d'une quelconque communication, d'un échange de mails, d'SMS. Il faut forcément au moins se parler un peu. Comment il peut inventer que Christophe Lejard part à 6h15 ou 6h30 du matin? Il faut bien quand même qu'on lui dise. Il y a nécessairement un intermédiaire, donc cet intermédiaire, il va falloir maintenant l'identifier. Pour les gendarmes, il est clair qu'il manque une pièce au puzzle. Et ils ont déjà leur petite idée sur l'identité du chaînon manquant. Souvenez-vous, au début de l'enquête, les gendarmes avaient dans leur collimateur Arnaud, le fils de Roselyne, issu d'un premier mariage. Non seulement l'homme détesterait son beau-père, mais coïncidence troublante, il est aussi un ami de Christopher Munch.
Ils habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre en Normandie, donc c'est quand même un intermédiaire tout trouvé. À l'évidence, il est à la fois en relation étroite avec Roselyne Lojard, mais également en relation presque fusionnelle avec Christopher Munch, son ami. Pour Christopher Munch, Arnaud serait même comme un frère. Arnaud est un petit peu plus âgé que Christopher Munch. Eh bien, Munch a vu en lui la figure du grand frère, duquel il est très proche, auquel on se confie. Et du coup, ils ont quand même une relation un peu plus qu'amicale. Ils sont quand même assez proches. Le fils de Roselyne serait-il le complice que les gendarmes recherchent? Pour en avoir la preuve, ils vont alors lui tendre un piège. Alors que Christopher Munch est en prison, les gendarmes découvrent qu'il est toujours en contact avec le fils de Roselyne, Arnaud. Christopher Munch est détenu dans le cadre de sa mise en examen, mais les enquêteurs vont constater qu'il entretient toujours une relation avec Arnaud Privat, à travers notamment des conversations téléphoniques. En fait, ils vont découvrir que Munch utilise un téléphone portable. Et au lieu de lui faire confisquer ce téléphone portable, ils vont, au contraire, protéger la ligne et même la surveiller. Et le stratagème mis en place par les gendarmes va payer. Le 22 janvier 2012, Arnaud appelle d'une cabine téléphonique son ami Christopher en prison. Voici un extrait de leur conversation. J'ai pas fait grand-chose, moi. Jusqu'à maintenant, tu as dit que tu ne savais rien. Mais si jamais ta mère, elle parle, et puis qu'elle te met dedans, finalement, même en ayant juste fait l'intermédiaire, tu risques autant que nous. Et Christopher Munch de poursuivre. Ta mère a commandité, toi t'as recruté, et puis moi, j'ai exécuté. Parce qu'ils voulaient accorder leur violon. Les deux amis se sont trahis. Là, on a une version qui semble enfin cohérente. Plus d'1 an et demi après les faits, Arnaud est interpellé et placé en garde à vue. Les gendarmes ont face à eux un homme qui pensait être passé à travers les mailles du filet. Arnaud Privat était persuadé que les choses s'arrêteraient là, qu'on n'arrivait pas à remonter jusqu'à lui et qu'il serait définitivement à l'abri des ennuis. Mais confronté aux écoutes téléphoniques, le fils de Roselyne va perdre de sa superbe. La conversation est accablante pour lui. Il va falloir qu'il s'explique. Il ne peut pas dire c'est pas moi, c'est pas ma voix et je connais pas Monsieur Munch. Arnaud Privat n'a d'autre choix que d'admettre, d'avouer son implication. Dans les bureaux de la section de recherche, le fils de Roselyne avoue être l'intermédiaire entre sa mère et Christopher Munch. Mais selon lui, il serait aussi une victime. Ma mère me harcelait au téléphone assez régulièrement pour se débarrasser de son mari parce qu'elle se sentait en danger. Elle était complètement hystérique, complètement folle. Elle m'a dit « Je vais le faire tuer, il en veut à ma vie ». Elle va raconter un certain nombre de choses à son fils pour faire passer Christophe Lejard comme étant la personne qui, dans le couple, pose les difficultés. La mère va aller jusqu'à lui faire croire que ses propres jours sont en danger et que si jamais il n'accepte pas de l'aider dans son entreprise criminelle, c'est probablement elle qui va y laisser sa peau. Persuadé que Christophe Lejard voulait tuer sa mère, Arnaud aurait alors fait appel à son meilleur ami pour accomplir le crime. Il a été au plus simple, il a été voir son copain qu'il savait borderline. Une personne capable d'aller jusqu'au bout. Arnaud reconnaît avoir remis les 15 000 € du contrat payé par sa mère à Christopher Munch. Immédiatement, le fils de Roselyne est placé en détention pour complicité d'assassinat. Et selon leur déposition, voici comment ils auraient organisé tous les trois le meurtre de Christophe Lejard.
Nous sommes une semaine avant les faits. Sur les indications de Roselyne Lejard, Arnaud aurait remis à Christopher Munch un croquis de la propriété de Rognona. C'est là, sur le chemin où se trouve la barrière, qu'il serait passé à l'action. Le scénario établi semble finalement assez simple. Il s'agit de faire en sorte que Christophe Lejard se trouve piégé par cette barrière à une heure extrêmement matinale où peu de personnes sont éveillées. La veille du départ, Christopher Munch aurait acheté un fusil de chasse à un inconnu. Le plan pouvait alors être mis à exécution. Le 23 novembre 2010, Christopher Munch aurait quitté seul la Normandie. Direction Rognona, le domicile de sa victime. Et pour être totalement invisible, il a tout prévu. Lorsque Christopher Munch va se rendre sur les lieux du meurtre, il va d'abord éviter tout passage de péage autoroutier. Il va emprunter les routes nationales et accessoirement départementales pour ne pas être repéré ou filmé par des caméras d'autoroute. Il fait attention à tout. C'est en plein milieu de la nuit que Christopher Munch arrive près de la propriété des Lejard. Il aurait arrêté son véhicule et patienté jusqu'aux environs de 5 h du matin. Au moment où il arrive sur les lieux, il va s'assurer dans un premier temps de la présence du véhicule de Christophe Lejard sur les lieux. Il vérifie que tout est en place, il vérifie qu'effectivement Christophe Lejard est bien là puisque sa voiture est garée dans la propriété. Il va se diriger vers le chemin qui mène à la voie publique et il va alors décider de fermer cette barrière pour contraindre le véhicule de Christophe Lejard à s'arrêter. Il enfile ses gants et il ferme la barrière. Et ensuite, il va se cacher avec son arme, son fusil. Et là, il reste un petit peu comme ça, tapi dans l'ombre, caché dans les buissons. Il va attendre que sa cible sorte de chez lui. Christophe Lejard, aux alentours de 6 h 30, quitte son domicile. Il se trouve arrêté par cette barrière qui le surprend. Il stoppe son véhicule, se dirige vers la barrière juste en sortant de son véhicule. Munch reconnaît Christophe Lejard, l'homme qu'il doit abattre, et il va arriver derrière lui. Munch va pointer l'arme sur la tête de Christophe Lejard et appuyer sur la détente. En pleine tête, par derrière. Christophe Lejard vient d'être abattu. Munch aurait alors pris la fuite, certain qu'on ne remontera jamais jusqu'à lui. Le plan qui lui avait été donné semble avoir été parfaitement rempli sans aucun incident. Munch est persuadé qu'il a commis le crime parfait. Personne ne l'a vu. L'arme, c'est un fusil de chasse, il n'y a pas de balistique. Il a pris les petites routes pour ne pas être filmé. Tout va bien. Il l'ignore, mais Christopher Munch a commis une énorme erreur. Une erreur qu'il ne pouvait pas soupçonner. Une des précautions que Christopher Munch avait prises était de fermer cette barrière à l'aide de gants. L'idée de Christopher Munch était indiscutablement de préserver la barrière de toute empreinte et de la présence de son ADN. La grosse erreur qu'il commet à ce moment-là, c'est en enfilant ses gants, probablement transpirait-il, il a mis son ADN sur l'extérieur de ses gants. Il a contaminé la barrière. Ce qui fait que quand il a mis les mains sur la barrière pour la bouger, pour la fermer, et ben son ADN est arrivé sur la barrière. Et ce n'est pas tout. Sur le chemin du retour, Christopher Munch va laisser un autre indice aux enquêteurs. Christopher Munch continuait, y compris sur la route du retour, à prendre toutes les précautions, toutes sauf une.
Sur le chemin du retour, il va s'arrêter boire un café et payer ce café avec une carte bleue, à savoir 1,10 € en carte bleue. On est à quelques heures du crime. Il est sur l'axe qu'il ramène chez lui et il signe sa présence, quasiment pas sur les lieux du crime, mais pas loin, avec une opération bancaire, pour 1 € et quelques. Une nouvelle erreur qui va lui coûter très cher. Avec ces deux éléments qui sont majeurs dans l'enquête, il tombe et avec lui, il fait tomber les deux autres. L'affaire a été résolue grâce à ces erreurs. Dans cette affaire, s'il n'y a pas d'ADN et cette histoire de carte bleue, très honnêtement, je pense qu'on les remonte jamais. Lorsqu'elles apprennent que Roselyne Lejare aurait orchestré le meurtre de Christophe, Maryse, la sœur de la victime, et Liliane, sa maîtresse, ne sont pas surprises. Cela confirme même leurs soupçons. Je me rends compte que j'avais raison. Et en me disant, mais comment on peut faire une chose pareille? Donc à ses yeux, ça voulait dire que mon frère, il valait rien, il valait que 15 000 €. Voilà, 15 000 €, c'est le prix de la vie de Christophe. Pour la vie d'un homme et la vie de son mari, avec qui elle avait vécu 30 ans, avec qui elle avait eu un enfant. Elle n'est même pas passée par un professionnel, quoi. Elle s'est servie de son fils, elle a encore utilisé son fils comme une chose pour aller faire assassiner son mari. Son fils, son enfant qu'elle a mis au monde. Elle prenait le risque de lui faire faire de la prison. Donc là, je suis folle. La veuve et ses deux complices présumés sont derrière les barreaux. Pour tout le monde, a priori, l'affaire Lejare touche à sa fin. Mais aussi fou que cela puisse paraître, Roselyne n'en serait pas restée là. Car alors qu'elle se trouve en détention, elle aurait tenté de faire tuer un autre homme. En mars 2013, les gendarmes reçoivent un appel d'une femme qui est une ex-codétenue de Roselyne Lejare. Et ce que cette femme va révéler aux enquêteurs est sidérant. Depuis sa cellule, Roselyne Lejare aurait tenté de lancer un nouveau contrat. Et cette fois-ci, c'est Christopher Munch qui aurait été dans son collimateur. L'ancienne codétenue indique aux gendarmes que Roselyne Lejare lui a demandé d'organiser le meurtre de Christopher Munch, qui est lui aussi en détention, et qu'elle va lui donner de l'argent pour cela. Selon son ex-codétenu, si l'épouse emprisonnée veut la peau de Christopher Munch, ce serait pour le punir. Elle ne supporte pas que Munch les conduit à leur perte en commettant des erreurs et que s'il n'avait pas commis ces erreurs, elle ne serait peut-être pas en train d'attendre son procès en détention. Parce qu'il les a fait prendre, il mérite la mort. Finalement, l'ex-prisonnière aurait refusé la proposition de Roselyne et aurait préféré tout raconter aux gendarmes. Mais pour les enquêteurs, l'analogie entre les deux affaires est accablante. Cette femme va expliquer aux enquêteurs que Roselyne est prête à rémunérer à hauteur de 15 000 €, c'est-à-dire la même somme qu'elle aurait donnée à Munch, pour faire éliminer Munch. Le parallèle est quand même assez troublant, en tout cas sur le mode opératoire. On est sur le même type de construction criminelle qui fait qu'à un moment donné, il y a un commanditaire, un intermédiaire, un exécutant. 18 mai 2015, tribunal d'Aix-en-Provence. Après 3 années d'instruction, s'ouvre enfin le procès de Roselyne Lejare, Christopher Munch et Arnaud Privat. L'enjeu est énorme. Tous les trois risquent la prison à perpétuité. Le public s'est déplacé en masse pour assister au dénouement de l'affaire qui a traumatisé toute une région. C'est une affaire hors norme. On a l'épouse de la victime, son fils d'un premier mariage et le meilleur ami de son fils. On a une famille qui a un certain patrimoine, une histoire d'amour, un divorce, une maîtresse. Cette histoire est absolument étonnante. Dans la salle comble, les proches de la victime n'ont Dieu que pour elle
Roselyne, l'épouse qui aurait commandité le meurtre de son mari. C'est un procès qu'on attendait depuis longtemps pour connaître sa peine et moi je veux surtout pas, la voir dehors quoi. Sans elle, il n'y aurait pas eu le crime. Le procès il est important pour qu'elle se reconnaisse coupable, qu'elle avoue, et puis pour la mémoire de Christophe. Et dans un premier temps, la partie civile va obtenir gain de cause. Premier jour de l'audience devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, les 3 accusés ont reconnu, tous ensemble et d'un seul bloc, les faits concernant Christophe Lejard. Et voici ce que Roselyne Lejard déclare à la cour. Vu la confusion dans laquelle j'étais à cette époque, je préfère me déclarer coupable. Elle reconnaît les faits. Elle reconnaît qu'elle a harcelé son fils de telle façon à ce que son fils, à un moment donné, comprenne, ne serait-ce que pour voler au secours de sa mère, qu'il faut se débarrasser du beau-père. C'est pas simplement une femme qui, pour se débarrasser de son mari, lance un contrat. C'est beaucoup d'humiliation, c'est beaucoup de trahison. Et c'est ce qui a conduit au drame en question. Elle reconnaît effectivement avoir commandité l'assassinat de Christophe Lejard, mais en aucun cas avoir été impliquée dans un projet d'assassinat de Christopher Munch. Les 3 accusés semblent vouloir assumer leurs responsabilités, mais c'est sans compter sur un ultime coup de théâtre. Car au matin du 2e jour de son procès, Roselyne Lejard va faire un malaise. Elle arrive, elle avait mal au ventre. On nous dit que Madame Lejard n'est pas bien, qu'elle n'a pas supporté le voyage en fourgon des Baumettes à Aix. Et finalement, le médecin va indiquer que la tenue du procès est compromise et que Roselyne Lejard n'est pas en capacité de continuer à comparaître. Fait rarissime, en pleine audience, la présidente décide de reporter le procès de Roselyne Lejard et de ses 2 complices. Il ne pouvait pas se passer de sa présence pour juger les faits d'une telle gravité, donc le procès a été ajourné, renvoyé à une date pour l'instant inconnue. Pour la partie civile, l'arrêt de ce procès tant attendu sonne comme un coup de tonnerre. Et les problèmes de santé de Roselyne ont des allures de nouvel échappatoire. Là, elle se relève, repart entre 2 policiers et on a quand même l'impression que ça va un peu mieux. Moi, je suis désemparée en me disant on en est arrivé là, tout ça pour ça, et hop, ça va repartir dans 1 an et on n'en sortira jamais. Ah bah oui, c'était une rage, là. Elle a manipulé tout le monde encore. C'est encore elle, voilà. Elle qui compte, les autres, c'est pas très grave. De toute façon, c'est un personnage qui, pendant toute la durée de cette affaire, a surpris les enquêteurs. Et là encore, presque à la fin de ce parcours criminel, au moment où elle doit répondre de ses actes et de ses crimes devant la justice, elle tombe malade. Une chose est sûre pour Liliane, il faudra encore attendre pour faire le deuil de l'homme qu'elle aimait et espérait connaître un jour toute la vérité. J'y repense tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas une seule journée où j'y pense pas. Voilà, j'ai tellement été heureuse avec cet homme que... Puis une mort aussi brutale, j'ai du mal, quoi. Voilà, la vie m'a tout repris. Et il y a des moments où je me lève le matin et je me dis, c'est pas vrai, quoi. Donc, ouais, c'est difficile. Roselyne Lejard, Christopher Munch et Arnaud Privat sont toujours aujourd'hui en détention. Dans l'attente d'un nouveau procès, ils sont présumés innocents.